Bonjour. Bonjour. Vous désirez? Je viens voir Arnaud Maresco. Bonjour. Bonjour. Je suis désolée, j'aurais dû vous appeler. Mais fallait que je vous parle et c'est un peu compliqué par téléphone. J'ai la police qui m'a appelé ce matin. Ils veulent me voir. Venez, on va aller dans mon bureau. Mon associée Anne, mademoiselle? Et Émilie Benoît. Bonjour. Bonjour. Venez, suivez-moi. Merci. Excuse-moi. L'histoire de ce film, c'est le 3e d'une collection, puisqu'on avait récupéré les droits de toute l'œuvre de Boileau-Narcejac, enfin d'une vingtaine de bouquins, sur lesquels on a travaillé, et au fur et à mesure, on propose à France 3 d'adapter un bouquin, et on avance comme ça. Là, c'est le 3e, après La vie en miettes et Les amants naufragés, qui ont été faits il y a 1 an et 2 ans. En fait, on travaille toujours avec le même scénariste, qui s'appelle Antoine Lacomblaise, qui est celui à qui on a confié pour l'instant tous les 3 films. On lit 1, 2, 3 livres, il intervient dès le début sur ce qu'il pense qu'on peut faire sur un récit comme ça de 5-6 pages, un synopsis comme on dit, pour voir si on arrive à développer l'intrigue pour en faire un 90 minutes. Et puis c'est à partir de ça qu'on choisit. Ce qui est vachement intéressant dans Boileau-Narcejac, et ça c'est éternel, c'est que c'est toujours des héros qui vont à leur propre perte avec une espèce soit d'inconscience, soit de plaisir de la destruction qui est assez fascinant. J'ai peur. De quoi? De vous. On ne sait jamais où est la vérité, et donc le déroulé de l'intrigue, qui se fait par rebondissements successifs assez forts, ne sont pas du tout guidés par la recherche des preuves, etc. Le spectateur est pris dans une ambiance, dans des personnages, jusqu'à comprendre en fait ce qui est en jeu. Le film, évidemment, le livre le plus connu, c'est Vertigo, le film de Hitchcock. Donc, sur ce principe-là, on ne sait pas si la fille est folle, si elle est vraie, jusqu'à la fin, quand on comprend la manipulation finale. Tu sais, parfois je me demande combien de temps ça peut durer un amour basé sur le chantage. Et puis je me dis que ça te déplaît pas. Non. Non. De ma voix dans le creux de ta main, à ta merci. Tu veux que je te dise la vérité? Je crois que moi non plus, ça me déplaît pas. Les beaux rôles comme ça sont quand même très très rares. Et donc forcément, que ce soit Bruno, et il y a eu plein de comédiens qui sont venus manifester un enthousiasme débordant. Donc ça, c'était déjà une super bonne énergie. Moi, j'ai laissé le personnage masculin un peu de côté pour me concentrer que sur le personnage féminin, parce que c'était elle qui était la plus protéiforme, qui devait en même temps incarner la petite provinciale victime, la bombe sexuelle sur laquelle on se retourne, la nana capable de mentir, capable de pleurer, capable de rire, de fantaisie, d'être décalée, donc vraiment un personnage complexe. Et quand Fanny Valette a surgi, là, il y avait pour moi absolument aucun doute. Il n'était pas question que j'arrive à la chaîne avec 3 propositions. Le personnage au départ de Maresco, on le cherchait un peu plus âgé. Et elle était un peu plus jeune. Et de nos jours, je trouve que ça appelait à des réflexions et des remarques avec un décalage d'âge qui aurait pu nuire, je pense, au film. Et donc il fallait aussi essayer de resserrer un petit peu l'écart entre les deux pour que tout d'un coup, ça puisse être une belle histoire d'amour et pas seulement quelqu'un d'âgé qui a le pouvoir sur quelqu'un de plus jeune aussi. Il y a un espèce de truc entre les deux qui est lié aussi à la fraîcheur de Bruno, à son regard, etc., qui fait que tout d'un coup, voilà, la différence générationnelle passe très très bien et ça fait une histoire d'amour possible, pas pervers.
La contrainte, c'était de partir à Lyon. Lyon, je connais pas du tout. Enfin, je suis passé 3 fois. Et je trouvais que c'était pas du tout la ville adaptée pour raconter notre histoire, puisqu'il y a une notion de proximité dans ce Boileau-Narcejac, où on a l'impression que les gens se croisent en bas de la rue, se peuvent s'épier, se voir, et on a l'impression d'une petite ville ramassée, une petite ville de province. Donc, moi, je me suis empressé de partir à Lyon, surtout pour voir et me rassurer, et puis découvrir la ville. Donc j'ai passé 4-5 jours là-bas avec mon assistant, on s'est baladé à pied, on a fait la ville en long, en large et en travers. Et puis on a tout déplacé côté Saône pour essayer de préserver, de ramener ça à une taille humaine, provinciale, avec juste le grand magasin qui était le point fort, le point central de l'histoire. Enlever un peu de réalisme. Ça m'a amené à réfléchir sur on va tourner à Noël dans les grands magasins, il va y avoir peut-être des guirlandes, des choses, etc. Donc on va jouer Noël sur le film, ce qui va moi me permettre, comme il y avait pas mal de nuits, etc., d'éclairer avec des petites lupiotes, des petits trucs dans les bars, etc., et d'égayer. J'avais envie d'une petite musique, un petit peu, voilà, on ne sait pas très bien au niveau spatial, on est parfaitement contemporain, on sait où on est, mais j'avais envie d'un léger flottement, ce qui fait que, voilà, on a un petit décalage et on est, j'espère, et je pense que ça marche à peu près comme ça, dans une espèce de petit conte de fées. Tourne à 2 caméras, et donc ce que j'aime bien, c'est que les 2 caméras puissent ne pas être toujours au même endroit, sur des valeurs différentes, mais puissent passer de l'un à l'autre. D'abord, j'aime bien que les comédiens qui pourraient penser qu'ils sont off ne le soient pas. Sur ce film particulièrement, c'était extrêmement important, c'est-à-dire qu'il n'était pas question que l'un joue sans l'autre et vice-versa. Et là, moi, j'avais la chance d'avoir un très très beau casting et des gens qui m'ont permis de travailler avec des différents degrés, en faisant des prises un peu plus, un peu moins sur l'humour, sur le côté pervers, etc. Et d'aller de plus en plus loin chercher et gratter. Ce qui fait que au montage, j'ai eu une très grande latitude qui me permettait de réécrire dans les intentions très légèrement par petites touches le propos du film. Ils ont fait un truc que j'adore au cinéma, c'est qu'ils ont ménagé les silences, les regards qui sont comme à contre-pied de ce qu'ils sont en train de dire. Donc toute l'ambivalence des personnages est sauvée, maintenue, travaillée même comme des dialogues à part entière dans les silences et dans les regards à contre-temps. Le problème de Boileau-Narcejac, enfin qui n'est pas un problème, qui est la qualité de leur œuvre, c'est que la police est toujours absente ou à côté de la plaque, que les résolutions sont toujours amorales, et voilà, et sur l'écriture, surtout sur l'écriture du 3e, il y avait un commissaire de police totalement inopérant, et on m'a beaucoup reproché le fait qu'il ne menait pas une vraie enquête. Et il y a eu une forme de conflit, mini-conflit avec la chaîne, où moi je disais, mais si on fait des Boileau-Narcejac, il faut rester dans cet esprit-là, sinon c'est plus Boileau-Narcejac. Et eux me répondaient que puisqu'on ne faisait pas une collection avec un truc répétitif comme ça, il fallait revenir à ce qui se fait habituellement sur France 3, c'est-à-dire quand il y a de la police, elle fait une vraie enquête. Ce qui était une contradiction absolue entre l'esprit de Boileau-Narcejac et voilà. Je pense que c'est des intrigues quand même très singulières qui sont beaucoup sur l'atmosphère. Et donc, la chaîne est toujours un peu dubitative, elle n'est sûre de rien. Donc c'est vrai que sur les 2 premiers, il y en a un qui a cartonné, l'autre qui n'a pas marché du tout. Ça a été assez étrange. Il y en a un qui a fait une audience qui ont été diffusées à 15 jours d'intervalle. Il y en a un, le premier, qui a fait une audience catastrophique, la pire de l'année pour France 3, et le deuxième qui a fait la meilleure audience de l'année pour France 3. Donc face à ces résultats complètement étranges, ils avaient lancé le 3e, on a commencé à écrire le 4e, et au bout du 4e, ils ont arrêté. J'essaye pas de comprendre la ligne éditoriale de France Télévisions, c'est leur boulot d'une certaine façon. On fait des propositions qui nous plaisent et voilà, alors après on essaye de travailler
en bonne intelligence. Mais je n'ai pas pour autant envie de me dire, ok, je vais travailler pour ceux qui marchent chez eux. Parce que je pense qu'il y a des gens qui le font très bien, qui sont dans cette relation de travail avec France Télévisions, ce qui n'est pas mon cas. Nous, on est un peu des freelances qui apportons comme ça des idées qui nous paraissent bien, qu'on dit tiens ça on aimerait voir ça à la télé. Parfois on nous dit bah, vous êtes gentil mais jamais vous le verrez à la télé, bah, ça marcherait jamais. Bon, parfois ils se trompent d'ailleurs.